Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1143 de One Piece. On va aller directement à l'essentiel comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, on en parle à chaque chapitre. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, en tout cas sur ce résumé complet, sur ce qu'on a en info pour l'instant. Et on va aller à l'essentiel, c'est parti. Chapitre 1143, les chevaliers divins. Disons qu'en général, quand t'as un titre comme ça, tu t'attends quand même à un chapitre assez lourd, soyons honnêtes. Donc, le chapitre commence directement à l'école du Morse, où en fait on a Saul qui va essayer d'arrêter du coup les enfants endormis qui suivent la flèche de Gunko, sauf qu'en fait il essaie d'attraper le premier enfant de la file, mais en fait la fille elle est enveloppée de lianes, de sortes de lianes épineuses qui sont invisibles, ce qui fait que Saul va se blesser les mains. En fait on avait déjà vu que c'était un petit peu dangereux de se toucher les enfants, et en fait Saul il est en mode maintenant retourne à l'école, ça fait mal, et là Chopper qui est en mode qu'est-ce qui va pas Saul, et Robin qui dit qu'est-ce qui s'est passé, tu as été poignardé par quelque chose. Et là, les géants du village qui ont envoyé une équipe de pompiers pour lutter contre l'incendie. Et en fait, ils ont carrément une équipe de pompiers, les géants, ça me fume. Et en fait, leur Sval, il est complètement détruit dans la forêt par les morts-vivants en fait géants. Enfin, une sorte de morts-vivants géants en fait, qui sont issus de l'imagination des enfants. Et on a Jarl, Dory et Kashi et même les géants du village qui sont en fait sous le choc en voyant tous les monstres squelettiques. Et on voit aussi Nami, Usopp, Jinbei réagir à tout ça. Et en fait vers la forêt, on voit que 3 chevaliers divins prennent justement un repas sur une sorte de table luxueuse. Genre vraiment, ils sèment le chaos partout et eux ils sont en train de faire un petit dîner aux chandelles. Tranquillou, voilà, au milieu de la forêt. Petit camping et tout, tu sais. En fait, du coup, ils observent le chaos à l'école du Morse en attendant. Voilà, genre c'est vraiment, ils sont en train de regarder le spectacle. Vas-y, petite tasse de café. Oh, regardez là-bas, il y a un enfant qui est en train de se faire tuer. Oh, regardez, il y a un géant qui est en train de se faire écorcher et défoncer par un Dark Nika. C'est incroyable, vraiment. Ils sont en train de prendre l'apéro tranquillou. Et on a Sommers qui est en mode, gars, vous avez vu ça? Le visage choqué du géant lorsqu'il a été transpercé par l'épine. Chaque personne aimait à ses épines, n'est-ce pas? Et même là, c'est hallucinant comment ils se foutent d'eux. Et Gunko qui fait me demandez pas. Summers qui est en mode quelle triste femme vous êtes Gunko. Écoutez, l'amour c'est la passion qui vous fera étreindre les épines car en fait elles deviennent de plus en plus visibles au fur et à mesure en fait que on se rapproche. Et il suffit de faire en fait en gros c'est un peu l'explication des pouvoirs aussi du perso, c'est que du coup voilà les parents qui tiennent en fait à leurs enfants contre forcément les épines vont être plus puissantes et les enfants vont carrément assister à leur pire cauchemar dans la réalité pendant que les parents voient leurs gosses se faire enlever, ils vont voir leurs parents mourir en essayant du coup de les aider en poussant du coup leurs propres cris. C'est des malades, c'est des fous ces chevaliers divins. Comment tu peux pas te dire eux c'est les gentils. Tu peux pas te dire c'est les gentils le gouvernement. Et pendant que Summers parle en fait on voit des lianes qui apparaissent du coup sur son bras droit. Et en fait on découvre dans une sorte de boîte de présentation en fait que Summers a le pouvoir, qui explique que Summers a le pouvoir du fruit Iba Iba no Mi, donc le fruit de l'épine, et Summers est un homme épineux, et c'est Gunko en fait qui indique le chemin aux enfants avec sa flèche, et en fait elle les fait marcher sur la route principale à travers le village, et on a les géants qui se sentent du coup impuissants, ils peuvent pas les arrêter, et on a Gillingham qui remarque qu'ils n'ont pas assez du coup de sel, et on parle à Summers, et en fait il y a un nuage qui apparaît au-dessus de la tête de Summers lorsqu'il va s'imaginer le sel, et Gillingham en fait utilise alors son pouvoir pour endormir Summers, puis il retire le sel du nuage du rêve de Summers. Donc en gros, il fait penser à Summers au sel, et du coup il l'endort derrière, comme ça, comme il pensait au sel, il va rêver du sel, et donc forcément il va pouvoir manifester le sel en vrai. C'est abusé comme pouvoir, il peut créer un petit peu tout ce qu'il veut, un peu comme Nika qui avait déjà créé des choses sorties de nulle part. C'est très abusé comme pouvoir. Donc on a une autre boîte de présentation pour un autre personnage, on découvre que Gillingham a le pouvoir du Ryu no Mi. Donc en gros qui est de type mythique, modèle Killin. Donc Gillingham est un humain qui manifeste les rêves. Et a priori ce chapitre là n'explique pas par contre la signification des initiales MMA, mais a priori ça se lit Muma. Bon on verra quand on aura le chapitre. Et Gillingham qui est en mode bien sûr ils seront amenés à courir avec les géants. Et ce sel est le meilleur, voilà, bon en gros, ils sont en train de déguster le sel et surtout il a pu le matérialiser, c'est ça qui est intéressant et à retenir dans cette info là. Donc on a Gunko qui devient du coup comme une enfant lorsqu'elle goûte la nourriture de Gillingham et la trouve vraiment savoureuse. Et surtout Gillingham, c'est vraiment un chapitre sur les chevaliers divins 100%, mais c'est pas genre chevaliers divins, grosse baston, tout ça, c'est vraiment les chevaliers divins en train de bouffer, en train de dîner, vraiment, c'est le dîner des chevaliers divins, le titre du chapitre.
En fait, Gillingham qui explique que la nourriture elle a bon goût, mais qu'elle n'apporte pas d'énergie car elle provient de rêves. Donc voilà, je présume que ça doit être bon à manger, mais que quand tu l'ingurgites, peut-être ça n'a pas les effets de la vraie bouffe. Et Summers qui se plaint que ce jeu sera trop facile finalement à gagner, puisqu'ils peuvent facilement transporter les enfants jusqu'au navire à ce rythme, vu que personne ne peut les arrêter. Et Gunko qui dit que quelque chose d'inattendu va se produire, puisque le Yonko, Monkey D. Luffy, est aussi sur Elbaf. Oui, ça c'est incroyable, ça c'est incroyable. Donc voilà, bien sûr ils connaissent Luffy, hein, obligé j'ai envie de dire. Donc les chevaliers divins remarquent en fait que les enfants sont sur la branche numéro 8 et qui se dirigent en fait vers le feu. Mais on a Summers qui dit que si ce groupe en fait n'arrive pas à se débarrasser du jeu, bah, le groupe suivant essaiera à sa place. Et en fait, dans le monde souterrain où Loki tente du coup de menacer de tuer tout le monde, en fait on a une double page assez incroyable où on a Luffy qui va utiliser une technique appelée du coup Udefusen, qui est similaire à Nonfusen, mais en fait Luffy va pas gonfler, enfin va gonfler plutôt que son bras droit, et Luffy va frapper en fait le corps de Loki d'un seul coup de poing, assez léger, pas extrêmement puissant. Loki va tomber, et Zoro qui dit que Loki de toute façon est sur le point de mourir, et il pense que Loki le fait juste pour qu'on enlève le bracelet et de granit marin qui finalement le bloquait, le retenait, et qu'il avait l'intention de courir quelque part et qu'il est tombé en fait à la place. Et on a Luffy qui va supplier les géants d'aider Loki, et en fait il dit qu'il ne veut pas regarder et laisser quelqu'un mourir. Et quel que soit le type de personne, ça c'est chaud. Parce qu'imagine, genre il voit Barbe Noire mourir, est-ce qu'il le sauverait? Il est quand même responsable de la mort de Ace et tout. Je sais pas en vrai. Même Akainu. Bon après Luffy est comme ça, mais la haine serait là je pense. Donc on a Gerd et les autres géants qui vont accepter d'aider, mais en fait Gerd soigne les blessures de Loki à contre-cœur un petit peu. Et on assiste ensuite du coup à un petit flashback sur le passé de Ashrodin et de Loki. Il y a d'abord une planche où on voit que le roi Harald du coup parle au petit Loki et à Ashrodin. Et en fait le visage d'Harald est ombragé, mais il a toujours ses deux cornes à ce moment là. Donc voilà, sachant qu'on a vu sur le tableau qu'il les avait plus. Donc ça se passe encore avant le tableau. Et Ashrodin ressemble du coup à ce qu'on a vu dans le flashback de Big Mom. Et en fait Loki était déjà plus grand qu'Ashrodin à ce moment-là, et ses yeux étaient déjà recouverts de bandages, donc on ne sait pas trop ce qu'il a. Donc on a Harald qui est en mode: vous êtes tous les deux mes précieux fils, je souhaite que vous souteniez Elbaf ensemble, main dans la main, en tant qu'héritier, ce qui s'est pas du tout passé hein, au final. Et on voit ensuite que Loki a pu vaincre du coup Ashrodin facilement, et même lorsqu'ils étaient enfants en fait, Loki utilisait du coup un canabo à pointe comme arme en fait, lorsqu'il était enfant il le faisait, il l'utilisait aussi. Et en fait Loki qui est en mode: tu plaisantes, il est hors de question que j'accepte un petit gringalet comme toi, comme grand frère, n'oublie pas que tu es un bâtard. J'ai pas envie de me faire démonétiser, j'aurais pas dû dire ça. Tu n'es pas un vrai fils de ton père, Ashrodin ta mère est issue d'une lignée corrompue. Donc Loki, gentil, pas trop quand même non plus. Voilà, pas si gentil que ça au final. Et retour au présent, à la dernière page du chapitre, on a Ashrodin qui devient furieux et prend une hache en fait, et il est prêt à tuer Loki. Et là on a Rod et Stensen qui l'arrêtent du mieux qu'ils peuvent, hein, parce que bon ça reste Ashrodin. Et Rod qui est en mode: ah attendez, attendez. Et Stensen qui est en mode: t'emballes pas Ashrodin. Ashrodin qui est en mode: je n'ai jamais pardonné ce type, il a dit du mal de ma mère et a tué mon père. Et Loki qui est en mode: vas-y fais-le. Alors pathétique, berserker. Et malgré la fureur de Ashrodin, Loki lui parle calmement. Et en fait on a Ashrodin qui est sous le choc lorsqu'il entend les paroles de Loki, puisque Loki va dire: si tu as le temps de t'occuper de ton drame personnel, regarde la forêt dans son ensemble, ne me dis pas que tu penses vraiment que je voulais tuer mon père. Ça c'est intriguant, peut-être que Loki était méchant sans être vraiment méchant, c'est à dire que bon il était quand même pas gentil avec Ashrodin de base, mais pas aussi méchant qu'on aurait pu nous le faire croire non plus. Voilà, pas de pause la semaine prochaine, et on se retrouve très bientôt pour la review. On l'oublie pas, One Piece c'est la vie.